Oliver Stone avait dit, au moment des attentats du 11 septembre, qu'il fallait qu'Hollywood s'empare immédiatement du sujet, de façon frontale et directe. Avec la mort de Kennedy, on a compris que l'événement était passé depuis longtemps maintenant, que de nombreuses générations se sont succédées, et qu'il est donc mathématiquement impossible de réagir à cet attentat aussi frontalement que le metteur en scène le voudrait. L'assassinat de Kennedy n'a pas le potentiel de l'instant présent, du moment actuel. Il faut donc réactualiser ce moment, le rendre de nouveau présent, sur le mode du direct, et c'est ce que va s'évertuer à faire Oliver Stone avec JFK. Pour ce faire, il a deux axes qui sont primordiaux. D'abord, il s'agit de la contamination du réel par la fiction. La friction, si vous voulez, entre le récit historique et l'imaginaire. Comment les deux sont inextricablement liés dans la construction du mythe américain, et dont d'ailleurs l'assassinat de Kennedy est l'événement star populaire par excellence dans la construction de la culture américaine. Il y a ce qui s'est vraiment passé, une sorte de vérité ultime à cet instant, et puis il y a ce qui est caché, recouvert, effacé, et le récit qui nous en a été fait, notamment par le biais de la commission Warren, commission sous mandat gouvernemental, rappelons-le, et qui avait pour objectif avoué d'écrire la version officielle de l'événement, de l'inscrire dans le marbre de l'histoire avec un grand H de l'Amérique. Et puis, il y a le procédé avec lequel Oliver Stone doit composer, c'est-à-dire les outils de cinéma, le cinéma lui-même avec un grand C, en tant que cinéma hollywoodien, part importante d'ailleurs et non négligeable dans la construction du mythe américain. Le cinéma hollywoodien véhicule une certaine idée de l'Amérique, notamment de par le monde. Alors, qu'est-ce que donne tout ça ? Un film de plus de 3 heures, droit héritier de la formule classique hollywoodienne, devrait-on dire. Et malheureusement, qu'est-ce que donne tout ça ? Eh bien, à première vue, rien, en tout cas rien de transgressif ou de révolutionnaire. C'est un film fleuve, plutôt par sa durée que par son envergure cinématographique, à proprement parler. Comment finit par se traduire ce grattement de l'histoire que le metteur en scène veut exercer ? Comment se traduit ce découvrement de la version officielle de l'événement ? Eh bien d'abord le casting, qui est le premier choix, on va dire, politique, en tant qu'auteur, que Oliver Stone va faire pour mettre son film sur les rails. On sait, dans le cinéma hollywoodien, en tant que mythe, que l'acteur principal, qui est la condition sine qua non d'existence du film, cet acteur principal emporte avec lui tous les personnages qu'il a préalablement incarnés, et d'ailleurs qu'il incarnera par la suite. C'est une sorte de route donc que l'acteur édicte. Et dans le cas de Kevin Costner, le choix de Kevin Costner est brillant, car qui de mieux pour incarner le procureur Jim Garrison, qui est d'ailleurs à ce moment-là le seul homme à s'opposer à la commission Warren, à soulever le tapis pour regarder la merde qui a été mise en dessous. Quel autre choix que celui qui justement a incarné précédemment Elliot Ness, l'incorruptible, dans le film de De Palma, et notamment voilà une manière de faire de Garrison, version fiction, de faire de ce rôle ce justicier ultime. L'application de la loi pour lui passe par évidemment la recherche sans faille de la vérité. Notons au passage qu'avec le film suivant d'ailleurs, Un monde parfait, Le monde parfait de Clint Eastwood, il sera encore question pour Kevin Costner de se confronter à l'événement Kennedy, mais de façon complètement silencieuse, moins directe, et pourtant beaucoup plus subtile et critique sur la nature de la société américaine. Mais ça, c'est propre à Clint Eastwood, nous y reviendrons peut-être à l'occasion d'une vidéo sur un film de Clint Eastwood. D'emblée, ce que l'on peut comprendre avec ce choix de casting, c'est qu'Oliver Stone place son film dans une certaine idée du cinéma américain, dans la tradition de celui-ci. Et pourtant, il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner. Alors, deuxième élément, tout de suite, ce qui percute tout de suite quand on regarde les premières images du film, c'est cette idée que le réel est contaminé peu à peu par la fiction. On a donc cette succession d'images d'archives avec un montage très rapide,
un peu comme un clignotement. Et puis peu à peu, le cinéaste va introduire des scènes tournées spécialement pour l'occasion du film, qui sont des pures images de fiction, un pur produit de cinéma, donc, avec les personnages réels qui sont donc progressivement remplacés par leur homologue hollywoodien. Notamment par exemple Gary Oldman va progressivement se substituer au vrai Lee Harvey Oswald dans les images. On assiste à une sorte de tromperie, comme un tour de magie en somme, puisque sous nos yeux, et sans prévenir donc, le cinéaste troque le réel contre de la fiction. Et c'est exactement ce que le film va dénoncer d'ailleurs, c'est-à-dire les conditions avec lesquelles la commission Warren va traiter l'événement. Finalement, Oliver Stone entreprend de retourner la situation sur le mode du présent, en réemployant les armes que la commission Warren a mises au point, c'est-à-dire le mensonge, la dissimulation, la manipulation, la réinterprétation silencieuse. La commission Warren a essayé de falsifier l'événement, alors que celui-ci a eu lieu d'ailleurs sous le regard de tout le monde, comme un tour de magie donc, comme un spectacle. Et le film JFK va essayer de réutiliser ce procédé en l'inversant pour révéler justement les failles du dispositif mis au point par la commission Warren. Le film va réemployer les mêmes artifices que ce qu'il dénonce pour faire apparaître justement le trucage, pour essayer de se rapprocher tant que possible de l'événement. Ce qui se dégage du film, pourtant, c'est sa facture classique, son aspect film de télévision, un peu film de procès, ou plutôt on va dire téléfilm de procès, le genre de téléfilms pour lesquels les Américains du début des années 90 se passionnent, qui sont produits par dizaines de milliers chaque année à ce moment-là, et qui s'apparenteraient par exemple à ce que nous, on pourrait voir ce qu'on pourrait appeler le film du dimanche après-midi sur la 1 ou sur la 6. Avec les bons sentiments, la bonne famille américaine, son petit drame bourgeois, sa fin heureuse, voilà. Alors, dans JFK, par exemple, quand le procureur Jim Garrison assiste aux actualités télévisées et que lui est relaté à ce moment-là en direct la mort de Bobby Kennedy, le frère de John Kennedy, donc, qui fut assassiné à sa suite, il court dans la chambre voir sa femme et pour lui annoncer la nouvelle. Tout le film durant, sa femme d'ailleurs coupe les ponts avec lui, ne croit pas à ses théories, ou en tout cas ne veut pas y croire, veut fermer les yeux, un peu à la manière du peuple américain à ce moment-là, c'est-à-dire préfère avaler la couleuvre et se concentrer plutôt sur le cercle familial, tandis que lui il sacrifie tout ça, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui représente l'ordre familial à l'américaine, par exemple Thanksgiving, etc. Donc lui il va tout sacrifier. Et là, soudainement, donc, sa femme prend conscience qu'il a peut-être raison, et ça tombe bien parce que lui, il était en train de prophétiser de manière sinistre juste avant que le frère Kennedy allait mourir. Et que font-ils ? Eh ben, je vous le donne en mille, ils s'embrassent, ils s'allongent sur le lit nuptial, en pleurant, en s'embrassant, et on s'imagine on s'imagine ce qui suit. Nous voilà donc dans le schéma parfait du film classique hollywoodien, ou du drame hollywoodien. C'est-à-dire, finalement, la résolution du film passera davantage par le retour à l'ordre familial et le retour au paisible, plutôt que par la résolution de la problématique centrale du film. À travers ça, c'est une certaine idée de l'Amérique qui est véhiculée. Mais alors, enfin, quel est le retournement que le film cherche tant à opérer sur les consciences, sur son audience de spectateurs ? Eh bien, peut-être que c'est là qu'intervient in fine le geste le plus, on va dire, transgressif du cinéaste, puisque c'est un geste cynique, presque une ironie ultime. On comprend que pour éveiller les consciences de l'Américain moyen, en tout cas pour l'inciter à entrer dans une quête de vérité, pour faire prendre conscience que sa démocratie en dépend, qu'elle est pourrie, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme l'explicite dans le film le procureur Jim Garrison avec son allusion à Hamlet, eh bien, il faut passer par la forme classique hollywoodienne, par le drame hollywoodien, ce qui s'apparenterait au fameux téléfilm du dimanche après-midi. Il n'y a que par le biais de cette esthétique de téléfilm, pour lequel l'Américain moyen donc se passionne, qu'on pourra lui parler de ce drame, sous forme de fiction certes, mais en faisant référence quand même suffisamment au réel. Dans un ultime sursaut d'ailleurs, le film intègre par le biais d'un panneau final son impact sur les spectateurs et les consciences contemporaines à la sortie du film, en explicitant le fait que
Par le biais de la force de cet impact, les strates politiques du moment ont assoupi quelque peu, on va dire, jusqu'au possible, les mandats qui restreignaient l'accès aux archives de la commission Warren. Ou du moins ce qu'il en reste. Mais quel est donc ce sursaut final, cette espèce de moment d'orgueil, comme un triomphalisme mais de pacotille? Et bien finalement, est-ce que Oliver Stone ne prend pas ses contemporains pour des ploucs en leur assainissant finalement sa vérité, sa version à lui des faits, combien même elle est issue d'une recherche méticuleuse. N'y a-t-il pas là en fait dans cette volonté d'absolu historique une certaine forme de malhonnêteté intellectuelle? Eh bien la réponse réside peut-être dans cet autre sujet que le film va traiter en secret et qui deviendra, on va dire, à l'abri de nos regards durant tout le film, comme un hors-champ invisible, un hors-champ absolu vers lequel d'ailleurs tout le film tout entier va tendre, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la guerre du Vietnam, et puis de toute cette machinerie de guerre qui se joue à ce moment-là, le rapport entre les industriels et les hommes de pouvoir, etc. Le film JFK d'Oliver Stone montre méticuleusement, on va dire, tous ces prérequis donc, pour la mise en place de la guerre et puis de cette horreur, qui est donc la guerre du Vietnam. En ça, les intentions d'Oliver Stone deviennent beaucoup plus louables. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là encore d'une couche d'ironie supplémentaire en opposant, on va dire, la famille américaine type avec son petit malheur bourgeois, avec les massacres perpétués au nom de ses idéaux fondateurs, quoi, de ce qui fait le mythe américain. On sait qu'Oliver Stone a traversé le Vietnam et qu'il en est revenu, personnellement, avec cette vocation d'interpeller, d'être cinéaste finalement, d'être un passeur. Il y consacrera d'ailleurs son film suivant, Platoon, comme un contre-champ, un film entier durant à JFK. 10 ans après avoir tourné JFK, et face à l'événement terrifiant qui ouvre le XXIe siècle, qu'en est-il donc de cette vocation? Eh bien, à y regarder son film World Trade Center, on comprend qu'Oliver Stone a définitivement, perverti son propre système de perversion, au point de ne faire plus qu'un film noir, sombre, sans images. Lui qui a tant voulu tout filmer, tout de suite, en pleine lumière, et au temps présent. Finalement, c'est un triste sort.